Bonjour tout le monde. Pour cette première séance, nous allons parler de cette matière qui est la mécanique rationnelle, assurée aux étudiants de L2, c'est-à-dire deuxième année de licence de, de la spécialité génie mécanique. Donc pour cette première séance, je commence d'abord par présenter le programme de la matière. Je vais commencer rapidement par le dernier chapitre. Donc je pense que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc l'objectif principal en fait, si j'ai à présenter ce module de mécanique rationnelle, c'est d'arriver au chapitre 6 qui est la dynamique du solide rigide. Du solide rigide. Donc avant de parler du contenu de ce chapitre 6, je vais dire simplement que c'est un chapitre qui se base autour de ce qui est la loi fondamentale, le principe fondamental, je veux dire, de la dynamique du solide, qui est bien sûr la somme basée sur le torseur dynamique, c'est-à-dire la somme des forces extérieures égale m gamma, c'est-à-dire la masse fois l'accélération du centre de gravité du solide. Et aussi, par le moment, dans le même torseur, nous avons aussi la somme des moments par rapport à un point est égale à un moment d'inertie fois l'accélération angulaire, I θ seconde, ou bien I dérivé de oméga par rapport au temps. Donc c'est tout simplement des paramètres que nous allons retrouver dans ce chapitre 6. Bien sûr, on ne va pas sauter directement pour parler des torseurs, pour parler du moment d'inertie, de centre de gravité, d'une accélération, etc. Avant d'arriver là, nous allons le définir étape par étape en passant justement les chapitres. Donc il y a pour cela, il y a d'abord 5 chapitres avant d'arriver à ce chapitre principal qui est la dynamique du corps solide, indéformable, corps rigide. Donc, dans un premier temps, nous allons définir ce que c'est que les éléments mathématiques que nous allons utiliser, parce que les vitesses et les accélérations, les vitesses et les déplacements et les accélérations sont des vecteurs et on aura besoin dans le calcul des moments, etc., des opérateurs mathématiques et des éléments de calcul vectoriels beaucoup plus. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur ? Donc on commencera par le premier chapitre qui est rappel mathématique, on parlera notion de vecteur, la somme de vecteurs, le produit scalaire, puis le produit vectoriel, le produit mixte, et ensuite le double produit vectoriel, et bien sûr nous aurons besoin pour définir peut-être des choses comme les vitesses, les accélérations, etc., des dérivés de vecteurs. Ça c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, avant de se lancer dans le contenu du programme, nous définirons bien sûr les principes de base, les définitions de base. Qu'est-ce que c'est que la définition et le sens physique de la force? Nous allons parler de la représentation mathématique de la force en utilisant justement le chapitre précédent, les opérations, composition, décomposition et projection du force, comment la projeter, c'est important, le type de force, ponctuelle, linéique, surfacique et volumique. Il y a lieu aussi de faire la différence entre les forces intérieures et les forces extérieures, ou bien les forces internes et les forces externes. Et puis, pour parler du point matériel, c'est-à-dire la mécanique du point et la mécanique du solide, le corps solide. Donc là, c'est un chapitre où nous allons mettre justement les définitions les plus importantes et les axiomes que nous allons utiliser dans la mécanique du solide, c'est-à-dire pour arriver à la dynamique du solide rigide. Bien sûr, nous commencerons par, j'avais parlé de torseur de force extérieure. La même chose dans la partie statique, nous allons commencer par le même torseur. Bon, il ne sera pas le même, bien sûr, le torseur ici sera nul, c'est-à-dire la somme des forces égale 0, la somme des moments égale 0. Donc, il y a lieu donc de définir donc les axiomes de la statique, c'est les liaisons, les appuis, les réactions. Pourquoi on va définir dans un encastrement quel type d'effort nous allons trouver, dans un appui quel type d'effort nous allons trouver, dans une articulation, etc.
Nous parlerons donc des axiomes de liaison, c'est là où on développera les actions, les moments d'une force, le torseur des forces extérieures, c'est là où on parlera de l'équilibre, les conditions d'équilibre statique, les forces concourantes pour les forces parallèles et les forces planes. La cinématique maintenant, bien sûr, nous aurons besoin de définir aussi des vitesses, des accélérations, la même chose, on parlera aussi des quantités cinématiques. Donc on va parler du rappel succinct sur les quantités cinématiques pour un point matériel, la cinématique du corps solide, le mouvement de translation, la rotation, la composition de mouvements, etc., la composition, le mouvement plomb et les mouvements composés. Le chapitre 5, donc là nous allons voir dans le chapitre 4 les vitesses, les accélérations, les trajectoires. Donc tout ceci, on en aura besoin pour comprendre ce que c'est qu'une vitesse linéaire, une vitesse, une accélération angulaire, etc. On aura besoin dans le chapitre de dynamique. Bien sûr, la géométrie de masse, j'en ai parlé aussi dans l'équation fondamentale, dans le principe fondamental de la dynamique. Il y avait l'accélération, il y avait centre de gravité, il y avait moment d'inertie. Donc c'est ce chapitre qui va nous définir justement le calcul du centre de gravité, etc. Donc la masse d'un système matériel, masse, système continu, système discret, formulation intégrale du centre de masse, définition, le cas linéaire, surfacique et volumique, la formulation discrète du centre de masse, le théorème de Guldin, moment et produit d'inertie des solides, donc les moments d'inertie, et aussi le tenseur d'inertie d'un solide, tenseur ici, cas particulier, les axes principaux d'inertie, le théorème du Gens, moment d'inertie de solide par rapport à un axe quelconque. Et enfin, la dynamique du solide rigide. Un bref rappel sur les quantités dynamiques pour un point matériel, éléments cinétiques du corps rigide, les quantités de mouvement, le mouvement cinétique, l'énergie cinétique, équation de la dynamique pour un corps solide, théorème du moment cinétique, théorème de l'énergie cinétique. Ensuite, on fera des applications, cas de translation pure, cas de rotation autour d'un axe fixe, cas combiné de translation et de rotation. Voici globalement le contenu du programme de la matière mécanique rationnelle pour les étudiants L2 génie mécanique. Bon, c'est terminé pour le programme. Donc je vais passer directement au chapitre 1. Je lance... donc je vais d'abord lancer donc ce chapitre 1. Alors, rappel mathématique, c'est beaucoup plus sur les éléments de calcul vectoriel. Dans le contenu de ce chapitre 1, nous allons voir la notion de vecteur, la somme de vecteurs, les produits scalaires, le produit vectoriel, le produit mixte, le double produit vectoriel, les fonctions vectorielles et dérivées. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un scalaire? Nous commencerons par la définition. En physique, le scalaire est une quantité pouvant être décrite par un nombre et l'unité correspondante. Le scalaire, c'est un nombre avec un sens physique défini par l'unité elle-même. Les quantités scalaires sont invariables, elles ne changent pas dans le temps par rapport aux rotations de coordonnées, aux transformations du système. Les rotations de coordonnées ne dépendent pas des coordonnées et des transformations du système. Donc un scalaire est une quantité qui n'est associée à aucune direction au sens, comme exemple, la masse m d'un objet, le temps t. D'accord. Un vecteur, cette fois, c'est un segment de droite OA sur lequel on a choisi une origine O et une extrémité A. Il est défini par son origine O, sa direction, c'est-à-dire la droite qui le prend, son sens, vers le haut, vers le bas sur cette droite, et son module, c'est-à-dire son intensité, sa valeur, son intensité. D'accord? Ça, c'est un vecteur. Donc, contrairement au scalaire qui est défini par un seul paramètre, c'est-à-dire une seule valeur qui est fixe. Classification des vecteurs. Alors, il existe plusieurs types de vecteurs. Il y a le vecteur libre, c'est-à-dire la direction, le sens, le module sont donnés, mais la droite support et le point d'application, origine du vecteur, ne sont pas connus. C'est-à-dire, nous n'avons pas la droite support,
D'accord? Donc il peut se porter sur plusieurs droites parallèles, n'importe quelle droite parallèle, et il n'a pas d'origine, et sur chaque droite, il peut être partout sur la droite. D'accord? Donc il a sa direction, c'est-à-dire la droite, l'inclinaison à la droite, le sens, c'est-à-dire vers le haut, vers le bas, ou gauche-droite, etc. Et le module, ils sont fixes. Le vecteur glissant, par contre, c'est le point d'application origine du vecteur qui n'est pas fixé. La droite, elle est fixée, comme tout à l'heure, mais le point haut, c'est n'importe quel point de la droite. Donc il peut glisser sur la droite. C'est ce qu'on appelle un vecteur glissant. Par contre, un vecteur lié, c'est tout simplement tous les éléments du vecteur sont déterminés, c'est-à-dire le point haut est indiqué, la droite de direction est indiquée, le sens est indiqué, et bien sûr l'intensité, c'est-à-dire le module est indiqué. Enfin, nous avons le vecteur unitaire ici, c'est un vecteur dont l'intensité ou le module est égal à 1. Vecteur unitaire, vecteur 1. D'accord? Il a un sens, une direction, et un point d'application, mais il a un module qui est égal à 1. D'accord? Comparaison entre vecteurs. On dit que deux vecteurs sont collinéaires s'ils possèdent le même support, s'ils sont sur la même droite. Donc c'est des vecteurs qui sont collinéaires. Qu'ils soient dans le même sens ou dans le sens opposé, l'un plus grand que l'autre, etc. Ce sont toujours des vecteurs collinéaires. Ils sont sur la même ligne, collinéaires. Ils possèdent le même support. Les vecteurs coplanaires, donc on comprend plan, le support se trouve dans un même plan, tout simplement. Coplanaire. Donc les vecteurs collinéaires sur la même ligne, les vecteurs coplanaires sur le même plan. D'accord? Donc ils sont sur le même plan. Ils ne peuvent pas avoir un angle dans un autre sens. Ok, donc les vecteurs équivalents, c'est-à-dire équivalents, ils ont les mêmes grandeurs, les mêmes orientations, même s'ils n'ont pas le même point d'application, mais ils ont les mêmes grandeurs et les mêmes orientations. Ils sont tous pareils. Bon, ils sont donc c'est le même vecteur, on peut le déplacer n'importe où, mais il aura toujours la même direction et le même sens et les mêmes et le même module. Deux vecteurs sont égaux s'ils sont équivalents et de même sens. Équivalent, c'est-à-dire équivalent, et de même sens, donc ils sont orientés dans le même sens. Des vecteurs opposés, c'est des vecteurs équivalents de sens opposé. L'un est contraire, le sens de l'un est contraire au sens de l'autre. Le vecteur identique, c'est quand ils sont équivalents, égaux, mais de même origine. De même origine, d'accord? C'est des vecteurs équivalents, égaux de même origine, donc c'est un seul vecteur. Ils sont identiques. Donc il faut faire la différence entre collinéaire et coplanaire, qui équivalent et identique, égaux et identiques, d'accord? Entre égaux et identiques, ce n'est pas la même chose, d'accord? Donc égaux, c'est des vecteurs équivalents de même sens. Identiques, ils ont la même origine, ils ont le même module, et la même direction et le même sens. Très bien. Qu'est-ce que c'est que maintenant, comment on peut définir un vecteur, c'est-à-dire les composantes, comment nous allons définir les composantes d'un vecteur dans un repère orthonormé, dans un repère. Donc un vecteur U, flèche, est défini dans un repère cartésien orthonormé par U, flèche, égale UX, suivant le vecteur I, c'est un vecteur unitaire, vous connaissez, UY suivant J, et UZ suivant K. Donc vous avez ce vecteur U, et là suivant l'axe X, UX, suivant l'axe Y, UY, suivant l'axe Z, UZ, dans un repère OIJK. D'accord? Voilà le vecteur U. Son module est un scalaire égal UX au carré, son module, avec deux barres ici, égal à U, son mètre de flèche dessus, égale racine carrée de UX au carré plus UY au carré plus UZ au carré. C'est ce qu'on appelle le module du vecteur. C'est l'équation du module du vecteur. C'est l'égalité du module du vecteur. On peut dire ici que
On peut écrire ux sous forme de u cosinus θ x, uy sous forme de u cosinus θ y, et uz sous forme de u cosinus θ z. Nous allons le voir dans un autre chapitre que ça représente en fait un vecteur, ce que ces cosinus forment justement les cosinus directeurs. Dans un premier temps, nous allons dire que cosinus, si on écrit ceci, cosinus θx au carré plus cosinus de θy au carré plus cosinus de θz au carré est égal à 1. Autrement dit, cosinus θ, cosinus θx et cosinus θy et cosinus θz forment en fait un vecteur unitaire, sont les composantes d'un vecteur unitaire, puisque la somme de leurs carrés est égale à 1. Donc si on a cosinus θxi plus cosinus θyj plus cosinus θzk, ce sera certainement un vecteur unitaire, puisque la somme des carrés de ces valeurs est égale à 1, la racine carrée de 1 égale à 1. Donc ici, nous avons défini simplement les composantes du vecteur suivant ijk, suivant x, y, z, et aussi le calcul du module, d'accord, l'intensité du vecteur dont je parlais tout à l'heure. Opération sur les vecteurs. Nous allons commencer par l'addition. Comment faire l'addition de deux vecteurs? Donc la somme de deux vecteurs V1, V2 s'effectue en transportant les origines des deux vecteurs en un seul point A afin de construire un parallélogramme dont les côtés sont V1 et V2. C'est-à-dire, si j'ai V1 quelque part ici et V2 là par exemple, je les ramène en un seul point A, V1 plus V2. D'accord? Et nous allons construire un parallélogramme. Donc ça c'est V1, ça c'est la parallèle à V2, ça aussi c'est la parallèle à V1, et ça c'est V2. Bien sûr, le vecteur V est défini par V plus V1 égale V1 plus V2. C'est tout simplement la diagonale de ce parallélogramme. Hein. C'est la diagonale de ce parallélogramme. Mathématiquement, en termes de calcul, donc V, la somme, cette somme vectorielle, elle est égale, ce vecteur est égal à V1x plus V2x suivant I, V1y plus V2y suivant J, V1z plus V2z suivant K. Ça veut dire que les composantes, c'est la somme des composantes. La somme de deux vecteurs est égale à la somme est égale à un vecteur ayant pour composante la somme des composantes des deux vecteurs, c'est-à-dire V1x plus V2x, V1y plus V2y, et Vz est égal à V1z plus V2z. D'accord? Très bien. Donc ici, c'est la diagonale du parallélogramme. Alors, nous pourrons dessiner seulement la moitié du parallélogramme, on va dire. Le vecteur résultant de l'addition de deux vecteurs peut être trouvé en disposant V1 et V2 bout à bout et en joignant ensuite l'origine de V1 à l'extrémité de V2. Bien sûr, pour la prochaine fois, on n'aura pas besoin de dessiner tout le parallélogramme. Je ramène tout simplement V1 et au bout de V1, je dessine V2. Au lieu de ramener comme tout à l'heure ici les deux vecteurs au même point A, et puis dessiner des parallèles aux vecteurs et prendre la diagonale, il est tout simplement facile de faire. V1, à l'extrémité de V1, je dessine V2 et j'assemble tout simplement, je joins le point de départ du vecteur V1 à l'extrémité du vecteur V2 pour obtenir V. D'accord? Ça c'est l'addition. Alors maintenant, si nous avons l'addition de plusieurs vecteurs, vous voyez, donc l'addition de plusieurs vecteurs se fait en disposant tous les vecteurs bout à bout et en traçant le vecteur qui a comme origine l'origine du premier vecteur et comme extrémité l'extrémité du dernier. Cette façon de procéder traduit graphiquement la règle du polygone. Donc l'addition, c'est la règle du polygone. Pour trouver la somme de V1 plus V2 plus V3 plus jusqu'à V1, il suffit simplement de dessiner la chaîne tout simplement de ces vecteurs. Là, c'est géométrique. Je commence par le premier vecteur V1. À l'extrémité, je dessine V2. À l'extrémité de V2, c'est V3. Ainsi de suite, jusqu'à arriver
à Vn. Ensuite, nous allons joindre, on joint l'origine du vecteur V1 à l'extrémité du dernier vecteur. On obtient V. D'accord? C'est ce qu'on appelle la règle du polygone. Donc là, les propriétés de l'addition. D'abord, l'addition est commutative. C'est-à-dire V1 plus V2 est égal à V2 plus V1. Donc on peut intervertir dans la somme. V1 plus V2 est égal à V2 plus V1. On peut commencer par l'un ou par l'autre. L'associativité. Donc si on a V1 plus V2 entre parenthèses plus V3, c'est comme si on avait V1 seul plus V2 plus V3. Donc on peut commencer à faire la somme donc, des vecteurs. On commence par les deux premiers ou les deux derniers et puis faire avec le premier. D'accord? On peut faire la somme des deux premiers et l'ajouter au troisième, comme on peut faire la somme des deux derniers et l'ajouter au premier. La distributivité par rapport à la somme vectorielle. Donc, par la multiplication par un scalaire. Donc, lambda fois V1 plus V2, il est égal, donc si la multiplication par un scalaire est distributive, donc c'est comme si on multiplie le premier terme par lambda et on ajoute la multiplication du deuxième terme par lambda. Donc lambda V1 plus lambda V2. D'accord? Donc on dit qu'elle est distributive par rapport à la somme multiplication par rapport à un scalaire et distributive par rapport à la somme vectorielle. La distributivité maintenant par rapport à la somme scalaire. C'est somme scalaire. Donc en haut c'était la somme vectorielle, ici c'est la somme scalaire. C'est la même chose. Lambda plus lambda 2 par V1 ou V par lambda 1 plus lambda 2 est égal à lambda 1 V plus lambda 2 V. Donc on peut positionner le lambda 1 plus lambda 2 avant le vecteur ou après le vecteur. C'est toujours la même chose. Et c'est comme si on multipliait le vecteur par lambda 1 et on ajoute son produit par rapport à lambda 2. C'est ce qu'on appelle la distributivité par rapport à la somme scalaire. Maintenant, nous allons définir la soustraction. Enfin, la soustraction, c'est tout à fait la même chose que l'addition. Donc, on va en parler juste rapidement. La soustraction de deux vecteurs V1 et V2 est le vecteur V, défini comme l'addition du vecteur V1 à un autre vecteur V2' qui est égal à l'opposé de V2. Et l'opposé de V2 veut dire quoi? C'est la multiplication par moins 1, par le scalaire moins 1. Donc V est égal à V1 moins V2. Et son résultat, c'est simplement la différence entre les vecteurs, entre les composantes des vecteurs. La composante du vecteur différence V est égale à un vecteur dont les composantes sont la différence des composantes des deux vecteurs V1, V2. Voilà. Autrement dit, c'est V1x moins V2x. Composante suivante Y ou J, V1y moins V2y. Composante suivante Z, V1z moins V2z. Si nous avons deux vecteurs V1 et V2, si on veut faire la différence, c'est égal simplement, on va dessiner V1 et ajouter l'inverse, l'opposé je ne dirais pas l'inverse ici, attention, je vais utiliser le mot opposé, qui est un vecteur opposé, V2', qui est l'opposé de V2, d'accord? Et on fait la somme comme tout à l'heure, on va joindre l'origine du vecteur V1 à l'extrémité du vecteur V2' qui est égal à moins V2. Très bien, donc la soustraction, c'est tout à fait la même chose que l'addition. Nous allons définir maintenant le produit scalaire. Alors, on appelle produit scalaire de deux vecteurs V1, V2, noté par V1 point V2, V1 flèche point V2 flèche, une loi de composition externe qui associe aux deux vecteurs un scalaire, un nombre réel tel que. Donc, première chose, le produit scalaire nous donne le résultat scalaire, c'est-à-dire un chiffre, une valeur, une seule valeur, ce n'est pas un vecteur, un scalaire. Quel que soit V1 et V2 appartenant à R3, alors V1 scalaire V2 appartient à R. Le résultat d'un produit scalaire de deux vecteurs est égal à un scalaire. V1 scalaire V2 est défini par le module de V1
multiplié par le module de V2 multiplié par cosinus de l'angle entre V1 et V2. C'est la définition du produit scalaire. D'accord? Le produit scalaire est nul si les deux vecteurs sont coplanaires. Si les deux vecteurs sont coplanaires, le produit scalaire est nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une composante suivant une direction Z qui est nulle. Si d'abord ils sont coplanaires et produit est nul, et si l'un des vecteurs est nul. Produit scalaire, si l'un des vecteurs est nul, ça veut dire que le produit scalaire est nul. Alors, V1 scalaire V2, nous avons dit c'est égal au module de V1 fois le module de V2 par le cosinus de l'angle formé par V1 V2. V1 scalaire V2 est égal, ce scalaire est égal en fait au produit la somme des produits des composantes des deux vecteurs. Le produit scalaire de deux vecteurs est égal à la somme des produits des composantes des deux vecteurs. Autrement dit, V1 scalaire V2 est égal à V1x fois V2x plus V1y fois V2y plus V1z fois V2z. Et θ ici, c'est l'angle entre V1 et V2. Très bien. Alors, les propriétés du produit scalaire. D'abord, le produit scalaire est commutatif, c'est-à-dire V1 scalaire V2 est égal à V2 scalaire V1. Donc, on peut intervertir, ça ne pose pas de problème. L'associativité par rapport à la multiplication par un scalaire. Si on multiplie un scalaire lambda par le produit scalaire V1, V2, on peut le faire. On peut multiplier le premier vecteur et faire le produit scalaire avec le deuxième, comme on peut faire le produit scalaire entre le premier vecteur par le produit du scalaire par le deuxième vecteur. Autrement dit, lambda par V1 scalaire V2 est égal à lambda fois V1 scalaire V2, ou bien égal à V1 scalaire lambda fois V2. La distributivité par rapport à la somme vectorielle. Le produit scalaire est distributif par rapport à la somme vectorielle. C'est-à-dire, si nous avons V1 scalaire, la somme de deux vecteurs V2 plus V3, il est égal à V1 scalaire, le premier vecteur V2, plus V1 scalaire, le deuxième vecteur V3. C'est-à-dire, V1 scalaire V2 plus V3 est égal à V1 scalaire V2 plus V1 scalaire V3. Le produit scalaire est nul si seulement si les deux vecteurs sont orthogonaux. Le produit scalaire est nul si et seulement si les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc V1 est perpendiculaire à V2, cela veut dire que V1 scalaire V2 égale 0. D'accord? Produit scalaire est nul lorsque V1 et V2, lorsque les deux vecteurs sont perpendiculaires, c'est-à-dire cosinus de 90 degrés égale 0. Très bien. Maintenant, nous allons définir le produit vectoriel. On appelle produit vectoriel de deux vecteurs V1, V2, notez V1, V à l'envers, vectoriel, V2, une multiplication de deux vecteurs dont le résultat, comme son nom l'indique, sera un vecteur. Nous avons vu le produit scalaire, le résultat était un scalaire. Maintenant, nous allons définir le produit vectoriel où le résultat est un vecteur. Donc, quel que soit V1, V2 appartenant à R3, alors V1 vectoriel V2 appartient aussi à R3. C'est-à-dire c'est un vecteur. V1 scalaire V2, il ressemble un peu dans la formulation, est égal au module de V1 multiplié par le module de V2, multiplié cette fois par le sinus de V1, de l'angle entre V1 et V2, et tout ça est un module pris par le vecteur unitaire n, suivant la direction n, qui est perpendiculaire au fait au vecteur V1 et V2. Je répète encore une fois, le produit vectoriel de deux vecteurs V1 et V2 est égal au module du premier vecteur multiplié par le module du deuxième vecteur multiplié par le sinus de l'angle entre les deux vecteurs porté par le vecteur unitaire n qui est perpendiculaire au plan formé par V1 et V2. D'accord? Voilà la définition du produit vectoriel. Le module, c'est V1
V2 sinus angle entre V1 et V2, et la direction, c'est la direction perpendiculaire au plan formé par V1, V2. Alors, n est le vecteur unitaire normal à la surface délimitée par le plan V1, V2, dont le sens est obtenu par la règle des 3 doigts ou la règle de la main droite, dit aussi du bonhomme d'Ampère. Donc, n est perpendiculaire à V1, n est perpendiculaire à V2. Le produit vectoriel, donc ici j'explique, la règle des 3 doigts, il faut donc le pouce, donc on ferme la main, la poignée de la main, on ferme la main, on ouvre le pouce, c'est la direction du vecteur V1, on ouvre l'index, c'est la direction du vecteur V2, on ouvre le majeur et on le met perpendiculaire à l'index, c'est la direction du vecteur obtenu, qui est le produit vectoriel, c'est-à-dire la direction n. Autrement dit, le sens direct, le pouce c'est x, l'index c'est y, et le majeur perpendiculaire à l'index c'est l'axe z, ou bien ici c'est la direction du produit vectoriel, c'est la direction directe. Ensuite on peut tourner la main comme on veut. Très bien. Le produit vectoriel est nul si les deux vecteurs sont collinéaires cette fois. S'ils sont collinéaires, c'est-à-dire si l'angle est nul, ça veut dire que le sinus de l'angle est nul et donc le résultat est nul. Et le produit vectoriel est aussi nul si un des deux vecteurs est nul, tout simplement. Si l'un des vecteurs est nul. Alors, son expression analytique. Donc, l'expression analytique de ce vecteur, qu'on détermine à partir de la formule de définition, V1 scalaire V2, il est égal à composante suivant x, elle est égale à V1y par V2z moins V1z fois V2y. Composante suivant j, c'est celle-ci, c'est V1z par V2x moins V1x par V2z. Et la composante suivant z, ou bien k, c'est V1x V2y moins V1y par V2x. Bon, maintenant il faut s'en souvenir. Donc faut se rappeler de cette formule de calcul vectoriel, de calcul du produit vectoriel. Là, pour se souvenir de ça, je vais vous donner une méthode de calcul mnémonique. Qu'est-ce que je fais? J'ai V1x, V1y, V1z, c'est les composantes du premier vecteur. J'ai V2x, V2y, V2z, c'est les composantes du deuxième vecteur. Donc si je fais le produit vectoriel de ça fois ça, je commence d'abord par réécrire les deux lignes, les deux premières lignes, en bas, en dessous, d'accord? Ensuite, je commence par les deux dernières lignes pour calculer ce produit vectoriel. La composante du premier vecteur fois la composante du deuxième vecteur dans ce sens, V1y par V2z, moins V1z par V2y. Vous voyez les flèches ici? Pour se rappeler, c'est V1y par V2z, moins V1z par V2y. Je descends, V1z pour la deuxième composante, V1z par V2x, moins V1x par V2z. Je descends, V1x par V2y, moins V1y par V2x. Je reprends. Je commence d'abord par réécrire les deux premières lignes en dessous du produit vectoriel, et je commence vers les deux dernières lignes. Donc c'est V1y par V2z, V1y par V2z, moins V1z par V2y, V1z par V2y. Deuxième composante, V1z, donc je descends, après ça je descends, V1z par V2x, V1z par V2x, moins V1x par V2z, V1x par V2z. Et enfin, V1x par V2y, voilà, moins V1y par V2x, moins V1y par V2x. Voilà, c'est une méthode mnémonique de calcul. Il y a aussi une façon de calculer par les déterminants qui prend un peu plus de temps que celle-ci. J'ai trouvé que c'était la meilleure, je vous la suggère et c'est à vous de voir. Dans un repère orthonormé direct, I vectoriel J, c'est K, lorsque le repère est direct justement, qui respecte la règle des trois doigts, J vectoriel K c'est I et K vectoriel I c'est J. Très bien. Alors les propriétés du produit vectoriel, est-ce qu'il est commutatif? Non.
L'anticommutativité ou l'antisymétrie. V1 vectoriel V2 n'est pas égal à V2 vectoriel V1, mais à moins V2 vectoriel V1. Donc V1 vectoriel V2 égale moins V2 vectoriel V1. L'associativité par rapport à la multiplication par un scalaire, lambda multiplié par V1 scalaire vectoriel V2, deux fois je me trompe, je dis scalaire, donc lambda multiplié par V1 vectoriel V2 est égal à lambda V1 vectoriel V2, c'est égal aussi à V1 vectoriel lambda V2. La distributivité à gauche et à droite par rapport à la somme vectorielle, V1 vectoriel V2 plus V3 est égal à V1 vectoriel V2 plus V1 vectoriel V3. Ou bien V2 plus V3 vectoriel V1, c'est égal à V2 vectoriel V1 plus V2 vectoriel V1. Donc la distributivité à gauche et à droite. Nul est si et seulement si les deux vecteurs sont collinéaires. Si V1 et V2 sont parallèles, alors V1 vectoriel V2 est nul. Voilà. C'est les propriétés du produit vectoriel. Nous allons maintenant définir le produit mixte. On appelle produit mixte de trois vecteurs V1, V2, V3, pris dans cet ordre. Le nombre réel défini par, donc le produit mixte, c'est un nombre réel. V1, quel que soit V1, V2, V3, appartenant à R3, alors V1, le produit mixte V1, V2, V3 appartient à R. Produit mixte V1, V2, V3, c'est égal au produit scalaire du premier vecteur multiplié par le produit vectoriel des deux autres. C'est-à-dire, le produit mixte V1, V2, V3 est égal à V1 scalaire V2 vectoriel V3. Voilà. Le produit mixte est donc un scalaire égal au volume du parallélépipède formé par les trois vecteurs. Donc si nous avons V1, alors V2 vectoriel V3, ça nous donne une autre valeur. Si on calcule le produit scalaire, ça nous donne le parallélépipède. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont, les trois ici, ça ne veut pas dire qu'ils sont perpendiculaires. Hein. Voilà. Donc c'est un scalaire égal au volume du parallélépipède formé par les trois vecteurs, c'est le produit mixte. Donc l'expression analytique, comment on va calculer ce produit mixte, c'est tout simplement le déterminant de, là on sait faire le calcul d'algèbre, c'est égal au déterminant des trois vecteurs disposés verticalement. V1x, V2x, V3x, V1x disposé horizontalement. V1x, V1y, V1z, V2x, V2y, V2z, V3x, V3y, V3z. C'est-à-dire, c'est égal à ça, fois V2y fois V3z moins V3y par V2z, moins deuxième composante V1y par V2x fois V3z moins V3x fois V2z plus V1z fois V2x par V3y moins V3x moins V2y. C'est ce qu'on appelle le produit mixte. Alors le produit mixte est nul si les trois vecteurs sont dans le même plan, bien sûr. Si les deux des deux vecteurs sont collinéaires, si deux des deux vecteurs sont deux des vecteurs, des trois vecteurs, deux des vecteurs sont collinéaires, si l'un des vecteurs est nul aussi. Cependant, le produit mixte est invariant scalaire par permutation circulaire directe des trois vecteurs car le produit scalaire est commutatif. Donc V1 scalaire V2 vectoriel V3 c'est égal aussi à, si je prends le dernier, je le ramène ici, à V3 scalaire V1 vectoriel V2, et si je prends le dernier, je le mets ici, c'est égal à V2 scalaire V3 vectoriel V1. Donc c'est dans l'ordre. Hein. Donc je prends le dernier, je le mets ici, ça nous donne V3 scalaire V1 vectoriel V2. Je prends ce dernier aussi, je le mets au début, c'est V2 scalaire V3 vectoriel V1. C'est ce qu'on appelle la circularité directe. Donc le produit mixte est invariant scalaire par permutation circulaire directe des trois vecteurs car le produit scalaire est commutatif.
le double produit vectoriel. Nous allons définir notre opération utilisée, c'est le double produit vectoriel. Le double produit vectoriel de trois vecteurs, V1, V2 et V3, pris dans cet ordre, est un vecteur exprimé par la relation. Donc, quel que soit V1, V2, V3 appartenant à R3, c'est-à-dire des vecteurs, alors V1 vectoriel, V2 vectoriel, V3 est un vecteur appartient à R3. Donc, sa définition, c'est V1. Bon, on pourrait le calculer carrément, ça n'a pas besoin d'une définition. On pourrait tout simplement le calculer avec la définition du produit vectoriel. Elle est égale tout de même, cette égalité, ce calcul est égal à V1 scalaire V3, V1 scalaire V3, scalaire V2, moins V1 scalaire V2, scalaire V3. D'accord ? Donc, le produit scalaire est un scalaire, donc le produit scalaire est un scalaire, mais la multiplication d'un scalaire par un vecteur est un vecteur. Moins, le produit scalaire est un scalaire, multiplié par un vecteur, c'est un vecteur, donc nous allons obtenir à la fin un vecteur. Le double produit vectoriel est perpendiculaire au vecteur V1. Le double produit vectoriel est perpendiculaire, bien sûr, on le voit, et au vecteur formé par V2 vectoriel V3. Donc nous savons que le résultat obtenu par V2 vectoriel V3 est un vecteur perpendiculaire à V2 et à V3. Et la même chose lorsque le résultat obtenu, et on multiplie V1 par le vectoriel par le résultat obtenu, on trouvera quelque chose de perpendiculaire. Donc je répète, le double produit vectoriel est perpendiculaire au vecteur V1. Il est aussi perpendiculaire par le vecteur formé par le produit V1 vectoriel V2. Il est donc dans le plan formé par le vecteur V2 et V3. D'accord ? Donc, puisqu'il est perpendiculaire au vecteur formé, qui est lui-même perpendiculaire à V2 vectoriel V3, à V2 et V3, donc on revient sur ce plan. Très bien. Nous allons terminer ce chapitre par la définition d'une fonction vectorielle. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction vectorielle? Nous avons vu un vecteur. Qu'est-ce que c'est que maintenant une fonction vectorielle? Si à chaque valeur d'une variable scalaire t correspond un vecteur v de t, ce vecteur est appelé fonction vectorielle de t. D'accord? Si à chaque valeur d'une variable t correspond un vecteur v de t, ça veut dire que v de t est une fonction vectorielle. V de t est donc un vecteur dont le module 1, la direction 2 et le sens 3 dépendent de la variable t, qui sera en général le temps. Pour nous, en cinématique, en dynamique, en cinématique, ça sera pour nous du temps. Donc v de t est donc un vecteur dont le module, la direction et le sens dépendent de la variable temps. Nous allons définir juste quelques règles de dérivation. Dans une base OI, JK ou bien OX, Y, Z fixe, le vecteur v de t est donné par... Donc, les trois composants du vecteur varient en fonction du temps. C'est-à-dire Vx de t suivant i, Vy de t suivant j et Vz de t suivant k. La dérivée d'un vecteur v de t, d'une fonction vectorielle v de t est définie par d de v de t sur dt. Comment dériver un vecteur? C'est la limite de d, c'est la limite lorsque delta t tend vers 0 de v de t plus delta t moins v de t sur delta t. C'est la définition même d'une dérivée, c'est la définition de la dérivée, à condition que cette limite existe, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la dérivation d'une fonction vectorielle. On utilisera comme notation, dans le cas où t représente le temps, sachant que la dérivée des vecteurs unitaires sont nulles, constants en grandeur et en direction. Les vecteurs qui sont constants en module et constants en direction, ils ne varient pas, leur dérivée est nulle. Donc lorsque je veux dériver la fonction vectorielle qui est ce vecteur, donc j'aurai à dériver tout ceci, et si je dérive tout ceci, c'est la dérivée de ça, fois ça, plus ça, fois la dérivée de di. Donc on aura besoin de calculer les dérivées de di, et dj et dk. Nous savons que leur dérivée est nulle. En avance, leur dérivée est nulle, puisque leurs composantes sont nulles, ils sont invariables, donc ce n'est pas la peine de les utiliser dans le calcul ici. Donc v flèche point de t est égal à d de v de t sur dt est égal
à la dérivée de la composante suivant x suivant i. La composante suivant j, c'est égal à la dérivée de la composante suivant j. Et aussi, la composante suivant k est égale à la dérivée de la composante suivant k ou z. Donc, v point de t est égal à vx point i plus vy point j plus vz point k. De même, on va définir des dérivées d'ordre supérieur. Par exemple, la dérivée seconde de v de t est donnée par, enfin, c'est la même chose. Nous allons, c'est la dérivée seconde, la composante suivant i, c'est x, c'est la dérivée seconde de vx de t. La dérivée seconde de vy de t, c'est la composante suivant j. Et la dérivée seconde de vz de t, c'est la composante suivant k du vecteur v seconde. Autrement dit, v point seconde de t, c'est un vecteur ici v, il faut faire attention, v veut dire vecteur. Elle est égale vx de point i plus vy point j plus vz point k. Voilà. Les propriétés de la dérivée vectorielle sont, alors si d'abord le module du vecteur est constant, alors sa dérivée est nécessairement v point n'est pas nécessairement nul, ça ne veut pas dire qu'il est nul. Pourquoi? Parce que il se peut que la direction de v soit variable. Donc s'il y a une variable, ça veut dire que s'il y a un élément qui est variable, ça veut dire que sa dérivée, sa variation n'est pas nulle, tout simplement. La dérivée a un sens de variation. Hein. D'accord? Alors, je continue. Donc, si le module de v est constant, ça ne veut pas dire que sa dérivée est nulle. Ça veut, parce que on peut avoir sa direction qui est variable. On peut avoir un vecteur tournant qui a le même module, mais qui tourne, qui se déplace aussi. Alors, si la direction de v de t est constante, dans le temps, la dérivée v point de t se ramène à la dérivée du module. La direction de v point coïncidant avec celle constante de v de t. C'est-à-dire, si la direction est constante, la dérivée, le module du vecteur dérivé est égal à la dérivée du module. Non, nous allons le voir en exercice de TD, hein, on va le voir. Pour que la dérivée d'un vecteur soit nulle, il faut que le module soit nul, soit constant, excusez-moi, je répète. Pour que la dérivée d'un vecteur soit nulle, il faut que le module soit constant, et, bien dire et, que la direction soit constante. Donc là, le module est constant et la direction constante. C'est à ce moment-là que la dérivée est nulle. Rien ne varie, la variation n'existe pas, ça veut dire la dérivée est nulle, parce que la dérivée exprime une variation. Enfin, la dérivée de la somme vectorielle est égale à la somme des dérivées. Donc, la dérivée de V1 plus V2 est égale à la dérivée de V1 plus la dérivée de V2. Et la dérivée de la multiplication d'un scalaire par un vecteur est égale, donc la dérivée de lambda V est égale à lambda dérivée de V plus dérivée de lambda fois V. bien dérivée de lambda fois V plus lambda fois dérivée de V. Donc lambda fois dérivée de V plus lambda point. Donc lambda V point plus lambda point V. Et enfin, pour terminer, la dérivée du produit scalaire. Donc la dérivée de V1 scalaire V2 est égale à la dérivée de V1 scalaire V2 plus V1 scalaire la dérivée de V2. D'accord? V1 point scalaire V2 plus V1 scalaire V2 point. La dérivée du produit vectoriel maintenant. Là, j'ai recopié la même formule. Donc ici, il faut faire attention. C'est la dérivée. Donc je vais aller ici. Donc il faut faire attention. Donc je disais la dérivée du produit vectoriel est égale la dérivée du produit vectoriel. Je corrige rapidement. La dérivée de V1 vectoriel V2 est égale à la dérivée de V1 vectoriel V2
plus V1 vectoriel à dérivée de V2. Donc la dérivée de V1 vectoriel V2 est égale à V1 point vectoriel V2 plus V1 vectoriel V2 point. D'accord? Merci de votre attention. Je sais que c'est un peu long. J'ai peut-être expliqué les choses un peu rapidement. C'est la première séance. Bien sûr, nous allons revoir tout ça durant la correction de la série d'exercices de 2D. Voilà. Je vous remercie. À la prochaine séance. Au revoir.